L'ordinateur personnel, c'est écrit PC, mais je l'ai pris vraiment au sens personal computer, donc au sens large de tout ordinateur pouvant être utilisé pour un jeu, et non pas au sens restreint de MS-DOS, IBM PC compatible. Fait que ça ouvre un petit peu. D'abord, je voudrais dire que je suis conscient que le débat est injuste dès le départ, parce que le PC au sens large, c'est pas une console de jeu comme il a été mentionné jusqu'à présent. Étant donné qu'une console, c'est en quelque sorte un ordinateur simplifié à usage récréatif spécifique, un petit peu comme ça, par exemple. C'est une comparaison. Un PC, c'est un outil de pointe aux usages multiples, alors que la console, c'est un jouet à usage unique et spécifique. Optimisé! Attends un peu, est-ce que tu vises le PC en particulier ou c'est le PC en général? C'est l'âme du PC. Oh, mon Au cas où vous n'auriez pas bien compris. Alors, mais évidemment, on peut quand même isoler la fonction ludique du PC, c'est ce que je vais faire pour être fair. Le PC en tant que plateforme de jeu et non pas qu'en tant qu'outil splendide qui est capable de tout faire. Et c'est comme ça que je vais l'aborder. Le PC, ça chie donc. Ça chie pour vrai. Je vois ce que tu veux dire. Et je vais être fair play, pas comme la plupart des gens qui aiment les consoles. Je vois ici l'exemple d'un Flamewar que j'ai trouvé sur Internet. You got so many fucking problems to worry about. Oh, you have better shooting. Yeah. Sucks donkey dick, lag, crashes, patches, frame skip, random texture downgrades, etc. With the console, all you need is a game disc. No downloading, installing. Bon, I'm a console noob and I'm good, damn proud of it. Il y a des arguments, j'aime pas le ton, j'espère que mes collègues seront pas dans cette veine, moi non. Et par contre, je vais rencontrer certains des arguments qui sont mis ici de certaine façon, mais j'aimerais recentrer le débat plutôt que de partir d'un autre Flamewar qui a comme cible les objets, c'est-à-dire les machines, les jeux, les spécifications, les types de jeux, etc. Je veux aller plus vers ce qui reste, parce qu'à chaque année, il y a une nouvelle machine, à chaque année, il y a une nouvelle console, des nouveaux jeux. La discussion ne peut pas s'établir là-dessus, c'est trop fluctuant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'homme, les gens. Donc, la culture du PC, la communauté qui s'organise autour du PC, les pratiques qui vont avec le jeu sur PC. C'est ça qui sera mon approche. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé la crème des machines, rencontre la crème des joueurs. Et je crois qu'entre les deux peut apparaître quelque chose qu'on pourrait appeler de l'amour, peut-être. Pour bien comprendre les joueurs PC, il faut aller à la racine des premiers joueurs d'ordinateurs personnels, ceux qui se sont commandés un kit pour construire leur propre PC, comme le Altair 8875. Ce qu'on voit ici, c'est uniquement le board pour construire le CPU soi-même qu'il fallait souder, mettre les chips, mettre les transistors, les résistances, les condensateurs. Est-ce qu'un joueur de console ferait ça? Je crois pas. Chose à faire de sa vie. Oui, c'est accessible. C'est accessible. Ça me fait ça avec le 360 les dernières années, mais à répétition. Avant d'avoir en main son PC, l'éventuel joueur doit comprendre, assembler, souder chaque pièce. C'est vraiment un travail d'amour. C'est pas tout, parce qu'une fois monté, le Altair n'avait même pas d'OS, c'est pour dire. Not uncommonly, one may find a hobbyist who uses no system software, hand-coding programs in octal or hex, and loading them through the switch register. Alors, un switch register, c'est quand tu n'as pas de keyboard ni d'écran, tu as des switches et des LED, et tu peux programmer avec tes switches. Ah, c'est ça, c'est pas hardcore. Alors, une fois qu'on a cette super machine, qu'est-ce qu'on fait? On joue. C'est comme si on s'était créé un nouvel ami. Puis qu'est-ce qu'on fait avec un nouvel ami? Bien, on se trouve des jeux pour jouer. C'est ça le rapport du joueur PC et son ordinateur, c'est qu'il joue avec son ordinateur, il ne joue pas sur son ordinateur. C'est un autre rapport complètement. Alors que la console, elle, est un objet de consommation standardisé. Je pense que j'ai une démonstration. Le PC. Comment est-ce qu'on
qu'on peut avoir une relation d'amitié avec un objet de consommation standardisé? Je sais pas lequel des deux est le PC, lequel des deux est le joueur. Ça de l'amour avec son chien? Ben, de l'amitié, ça dépend, il y a des différents niveaux quand même. C'est sûr qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas leur PC de transistor par transistor, mais quand même, beaucoup d'entre nous, les joueurs PC, ont choisi nos pièces amoureusement en checkant les reviews pendant 2 semaines pour avoir la meilleure carte vidéo, et les meilleures mémoires, le meilleur disque dur, et on se conçoit un partenaire de jeu personnalisé. L'acquisition d'un PC, donc ici on voit quelqu'un qui vraiment se développe, ben plutôt se penche sur son instrument. L'acquisition d'une console, ben c'est un acte trivial qui se déroule dans un magasin. Il n'y a pas rien de fantastique. C'est tellement juste dénigrant. Comme le gars dans le framework disait, utiliser un PC, c'est pas un geste trivial. Il faut savoir, c'est une arcane, il faut savoir comment ça marche, il faut pouvoir comprendre tous les processus. Et au final, on peut aussi dépasser de notre performance l'usage bête de la chose initiale. Alors qu'une console, elle a un usage, on s'en sert, il n'y a pas de surprise, et puis n'importe qui peut le faire. Autrement dit, le PC est réservé à une élite. C'est bien ce que j'aimerais dire. On ne choisit pas le PC nous choisit. Ouais. Le profil du joueur PC, donc. Ingénieux, tenace, éduqué, cultivé, c'est pas tout à fait la même chose. Éduqué. Expérimenté, bref, c'est quelqu'un qu'on aimerait avoir pour ami ou qu'on aimerait être. Ben, oui, avec un échantillon assez large. Gosseux aussi. Rien à faire de ses journées. Gosseux. Juste à flotter son PC. Ingénieux. Ingénieux. Un mot. Donc, on peut parler de la machine aussi quand même. La beauté de l'ordinateur comme plateforme de jeu, c'est que c'est une machine polymorphe et polyvalente. Évidemment, polyvalente, on le dit, pour le PC, ça fait évidemment plusieurs choses que jouer, mais même dans le cadre de jouer, ça reste polyvalent. Fait quand je dis machine polymorphe, eh bien, il n'y a pas de limite aux apparences d'un PC. On peut vraiment le personnaliser en fonction de ses propres goûts. C'est lequel le tien? Le foyer. Le foyer, ouais. C'est beau. Malheureusement, c'est aucun. Parce que là, étant donné que c'est une présentation. C'est superficiel. C'est des objets de consommation. Ça, c'est l'apparence extérieure. Évidemment, je ne peux pas montrer l'apparence intérieure qui, là, comme on a dit tout à l'heure, était entièrement personnalisée. Donc, l'importance, étant donné qu'on personnalise son jeu, son partenaire de jeu, c'est qu'il faut aussi choisir des jeux qui conviennent à la fois aux joueurs et à l'ordinateur. Certains joueurs de console disent « Ouais, mais c'est ton PC, tu sais jamais si ça va marcher, tu peux pas jouer avec des jeux. » Mais c'est ça. Est-ce que tu joues à n'importe quel jeu avec n'importe quel de tes amis? Non. Quand tu as un ami, tu choisis les jeux que toi et lui vous aimez, toi et lui vous savez jouer à ces jeux. Écoute, là, le PC, c'est le jeu, c'est pas une plateforme. Oui, c'est ça, le PC est autant le jeu que les jeux qu'il y a dedans. C'est pour ça que les débats avec les jeux, sont-ils meilleurs ou pas, c'est à la limite non important. On a déjà dit pas ça de façon positive. Je pense que c'est tout. Bon, donc le PC est une machine polyvalente. Avant de revenir là-dessus, je vais parler de comment les consoles en général ne sont pas une machine polyvalente. L'interface principale avec une console, la manette, n'a essentiellement pas changé depuis l'Atari, c'est-à-dire un axe et des boutons pour quelques actions standardisées, plutôt quelques actions stéréotypées. Fait, en gros, les machines sont conçues pour des jeux où est-ce que tu pousses un bonhomme. Pensez-y, 90% des jeux de console, tu pousses un bonhomme. Depuis un avatar, depuis la palette de Pong jusqu'au prince de Perse. Tu pousses ton bonhomme, va un peu plus à gauche, va un peu plus à gauche, va un peu plus à droite, un peu plus à droite, saute, saute, tire, tire. Alors qu'avec une interface, avec des contrôleurs comme celui-ci, j'ai 101 touches,
un pointeur de précision et rapide, au lieu de devoir pousser un bonhomme, je peux mener à la bataille des milliers de bonhommes. Je peux concevoir une ville, créer une civilisation. Je pense qu'on est dans un autre ordre de profondeur. Une autre chose qui nous renseigne sur les joueurs PC et sur les joueurs de console, c'est le cadre où l'activité a lieu et la posture même que les joueurs prennent. La posture assise a déjà ici un aura de dignité et de sérieux. On le voit avec le penseur de Rodin, c'est une position idéale pour réfléchir. C'est une position idéale pour faire des jeux créatifs comme le piano ou rencontrer en toute convivialité un joueur d'échecs assis devant une table. Vous voyez, l'ordinateur est sur une table, vous êtes assis dessus, un petit peu comme si vous étiez en tête-à-tête avec un être cher. Le joueur de console... La posture du joueur de console dit tout. On est dans un état de gratification rapide et de dégénérescence morale et physique. Évidemment, ici, j'ai trafiqué un petit peu l'image, mais ça nous donne une idée qu'on est dans le même spectre ici. De toute évidence, le joueur de console n'a aucun respect pour l'activité avec laquelle il s'adonne et pour la machine avec laquelle il joue. Donc, résultat, la crème des machines rencontre la crème des joueurs. Évidemment, ça donne la crème des jeux. Les genres fondés sur PC, on a le jeu d'aventure qui a un aspect littéraire, qui favorise la réflexion et la résolution de problèmes. Les RPG qui nécessitent une gestion stratégique des ressources, une pensée statistique, les jeux de stratégie tour à tour ou en temps réel, où est-ce qu'on peut allier la pensée stratégique à la capacité d'une interaction rapide. Les God Games qui nous font réfléchir sur le monde et les simulations diverses. Moi, dans Black and White, j'ai appris beaucoup de choses sur le pied. Les simulations diverses, que ce soit des villes, des populations, même un vol. Peut-être un jour, un joueur PC sauvera des passagers d'un avion parce qu'il a joué à Flight Simulator. Les FPS, les MMORPG, bref, puis la majorité des concepts indie vraiment innovants. Parce que, d'un côté, sur les consoles, si on exclut tout ce qui a été fondé sur les machines d'arcade, ben, on a tous les jeux de poussage de bonhommes, les platformers, les jeux d'action-aventure qui sont des platformers un petit peu plus. Puis, ben, tous les jeux indie qui sont sur console sont des platformers de toute façon. Il y a le brassage de bras aussi. Oui, le wiggling. Oui, je gardais ça en réserve, mais on rentrera là-dedans s'il y a des questions sur les cartons karaté. Ce qui ressemble un peu à bouger une souris pour un ordinateur, dans le fond. Bref, voilà. Je pense que j'ai écouté mon temps. Ben oui, je pense que j'ai fini en fait. Bonsoir tout le monde. Après cette superbe présentation, ça va être difficile de poursuivre. Donc moi, j'ai pas choisi d'avoir un ton aussi acrimonieux envers mes adversaires. Surtout contre la Nintendo, en fait, parce qu'on peut s'entendre que c'est une console vraiment dépassée, qui a causé autant de tort que de bénéfices à l'industrie du jeu vidéo, pour des raisons qu'on va voir aujourd'hui. Mais je voudrais préciser en commençant que j'ai déjà été un PC gamer. Que c'est fini maintenant. Puis j'ai déjà appris à overclocker mon PC pour jouer au nouveau jeu parce que mon matériel n'était pas assez puissant. J'ai investi des heures et des heures à façonner ma machine, comme tu l'as dit. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qui me reste, Jonathan, de toutes ces heures-là? Un savoir-faire! On appelle ça des connaissances! Une appartenance parmi nous! Non, je préfère que vous me rejetiez. Mais j'ai plus de respect pour le PC que pour la NES, pour les raisons qu'on va exposer. C'est méchant! Oui, commentaire. Explique les affaires
faire après, bitch. Pas l'inverse. C'est pas ta technique d'habitude. Je peux t'en justifier. C'est deux choses. OK. Donc, j'ai choisi, contrairement à mon adversaire Dominique, contrairement à cette facilité, donc d'avoir choisi une console que tout le monde aime déjà, la Nintendo Entertainment System, de présenter une console qui est peu connue, mais qui mérite d'être mieux connue dans l'histoire du jeu vidéo, parce qu'elle a quand même apporté des éléments intéressants. On va exposer quelques faits historiques aujourd'hui, notamment donc la supériorité de design de la PC Engine sur le Graphics 16 au niveau esthétique et technologique, et la supériorité du contenu au niveau des jeux d'arcade, de la variété et de l'audace du contenu, ce que Nintendo ne peut vraiment pas se vanter d'avoir fait. On ne peut pas dissocier l'histoire de la PC Engine de Hudson-Soft, qui est un développeur prolifique sur la Nintendo Entertainment System. Donc, Hudson-Soft est aux premières loges pour savoir pourquoi la Nintendo, ça marche plus en 1986. Ils ont produit plus de 30 jeux pour la console, donc des adaptations de jeux d'arcade comme Load Runner, des shoot'em up comme Star Soldier et des adaptations de manga japonais comme Doraemon. Ils en ont fait plus d'une trentaine. Ils se sont écœurés de programmer sur la Nintendo Entertainment System. Donc, oui, déception et zizanie autour de la Nintendo parce que des limitations techniques deviennent assez criantes en 1986-87 et Nintendo est très connu pour les restrictions qu'ils imposent aux éditeurs et les frais d'exploitation. Nintendo ne permettait pas à ses éditeurs tiers de publier un jeu sur une autre console une fois qu'ils étaient publiés sur la NES et on chargeait 20% du prix de vente des cartouches. Nintendo empochait directement 20%. Donc, c'est assez scandaleux et ça a vraiment choqué plusieurs des éditeurs. Hudson va partir de cette zizanie, de cette déception pour créer un modèle d'une nouvelle console. Donc, c'est créé vraiment par des concepteurs de jeux, des éditeurs, des programmeurs qui ont créé la PC Engine. Ils ont été voir NEC, qui est le plus grand fabricant de PC à l'époque au Japon, pour proposer leur architecture et NEC accepte de développer cette nouvelle console. Elle est superbe en fait, c'est la plus petite console de salon jamais conçue encore à ce jour. On a un autre modèle ici en noir avec un bouclier Charge. Mais donc, la manette se compare à celle de Nintendo, évidemment c'est la norme à l'époque, une croix directionnelle et deux boutons. On fait juste copier. On fait juste copier ce qui marche bien. Voilà. Mais ce qui marche moins bien, on va l'améliorer. Et ce qui marche moins bien dans la NES, c'est un paquet de trucs, notamment au niveau de l'architecture graphique, etc. Mais donc, c'est un terreau idéal pour ce qu'il convient d'appeler les victimes de Nintendo. Et les laissés pour compte qui ne pouvaient pas développer pour la NES, justement parce que Nintendo était très restrictif. Donc, c'est un terreau idéal pour les petits studios. Et des gens comme Namco ont été très verbales au Japon de leur mésentente avec Nintendo. On dit vraiment dans les médias, Nintendo charge trop cher, Nintendo nous empêche de développer pour d'autres consoles. Ils ont changé leur fusil d'épaule, ils ont été voir NEC et Hudson. Ils ont développé des adaptations de jeux qui étaient majeures à l'époque, des jeux d'arcade. Et des petits studios comme Naxatsoft ont pu se développer grâce à la PC Engine. Est-ce que tu peux dire ce que je suis en train de dire? J'aurais à dire, dans le fond, c'est tous les losers qui n'ont pas réussi à vendre sur la NES. Ils ont décidé de changer de Namco est un loser. Je pense à Namco à cause de Pac-Man, mais Pac-Man était déjà passé date au moment de la NES, de son époque. Namco n'a plus jamais rien fait de bien. Exactement. Exactement, ils s'étaient rendus loser. Octobre 87 à janvier 88, c'est un succès retentissant au Japon. 1 million d'unités vendues, ce qui à l'époque était quand même bien, donc pour une console qui sort de nulle part. En 89, une mascotte est née, c'est Bonk. Je ne suis pas un grand fan, mais Bonk a quand même fait des jeux de plateforme intéressants, même des shoot'em up qui sont assez intéressants, mais qui reprennent le côté enfantin, infantilisant de Nintendo. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est pas vraiment le meilleur que la console peut proposer aux joueurs. 89, et là je ne vais pas, contrairement à mes adversaires, faire le titre et prétendre qu'il n'y a pas de côté négatif à cette console. Le lancement américain est complètement pitoyable. C'est la version redesignée donc, de la PC Engine. Comme vous l'avez vu au départ, elle est à peu près 2 fois moins grosse. NEC et Hudson se sont dit qu'en Amérique, think big, donc il fallait grossir la console de manière complètement artificielle. Et c'est vraiment artificiel, il n'y a rien à l'intérieur de ce modèle redesigné-là. C'est vraiment la console originale avec un format de la vente, le marketing, l'ensemble de l'opération américaine est visible. Des pochettes de jeux qui ne donnent vraiment pas le goût d'acheter justement les 10 jeux en question. Même des très bons jeux comme Dragon's Curse, qui est en fait Wonder Boy 3, qui est un chef-d'œuvre, et Legendary Axe 2, qui est également un très bon jeu. Ça donne vraiment pas le goût de jouer et d'acheter ces jeux-là quand vous voyez ce genre de pochette-là. Mais la panne revient à Taking It to the Hoop, avec son superbe armpit shot. C'est vraiment très attirant.
Et on a essayé même d'attirer des joueurs américains avec des jeux comme Yo Bro, qui étaient des flops totales, où vraiment on allait vers ce qu'on croyait que le public américain voulait. C'est pas complètement débile, et donc on ne va pas parler plus longtemps de cet échec en Amérique, parce que ça a été un échec retentissant, justement, au niveau des ventes et au niveau du marketing. Je tiens par contre à souligner que, oui, c'est un échec, mais que Nintendo peut se vanter de son côté d'avoir trouvé les bonnes tactiques pour vendre aux jeunes enfants que nous étions, n'est-ce pas? Donc, eux ont compris comment faire du marketing aux États-Unis avec des produits dérivés, par exemple, de Super Mario Bros. Que vous pourriez retrouver chez McDonald's. S'il y a une image que je voudrais que vous rappeliez tout au long de cette présentation, c'est celle-ci. On voit très bien que Nintendo sont des vendus et ils continuent d'avoir ces tactiques de marketing vraiment honteuses depuis les tout débuts de l'opération NX. La magouille. T'es vendu le petit jeu, là? Ah, avec C'est la fin. À ce point-là, vraiment le clown. Donc, pourquoi la PC Engine était une console à tout point supérieure? C'est vrai. Je m'excuse. Philosophie de design. Donc, la technologie est conviviale, elle a été créée par des créateurs de jeux, par des programmeurs, par des graphistes, et on intègre une partie du PC. Donc, c'est un peu le meilleur des deux mondes. C'est une technologie qui est perfectible à travers des modules d'expansion, ce qui va permettre à la PC Engine de concurrencer même avec la Super Nintendo, qui est sortie 4 ans plus tard quand même. C'est quoi le toaster en haut de ta slide? C'est la PC Engine en version animée manga. Parce qu'au Japon, elle a été tellement populaire qu'on a fait une tonne de produits dérivés, y compris donc des mangas. C'est qu'on a essayé de la vendre aux enfants à travers des petites. C'était pas chez McDonald's. Donc, pour comparer vite vite, on va pas passer à travers toutes ces statistiques, mais bref, la PC Engine, bien évidemment, c'est sûr qu'elle est meilleure que la NES, elle est sortie 4 ans plus tard. Mais moi, mon argument pour parler de sa supériorité technologique, c'est de dire qu'elle accote presque la Super Nintendo, et on va voir des exemples vidéo dans quelques instants à quoi ça ressemble. Ce qui est intéressant à noter, donc, c'est la palette de couleurs et les couleurs affichées simultanément à l'écran. C'est ce qui permet, en gros, à la PC Engine de concurrencer. Même si son processeur est 8 bits, elle dispose de coprocesseurs graphiques qui lui permettent d'afficher des sprites de taille très respectable et aussi à une vitesse beaucoup plus rapide. En fait, il y a moins de ralentissement dans les jeux de PC Engine que les jeux sur Super Nintendo. La Super Nintendo étant très connue pour ses ralentissements. En 87, ça donne des résultats comme de Kung Fu, qui est plus un démo technique qu'un bon jeu en fait. À cette époque-là, même en arcade, on voyait rarement des sprites d'une telle taille, qui étaient animés avec une telle vivacité. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est pas un très bon jeu, c'était vraiment une son qui voulait montrer les prouesses techniques de sa console. Non, les 480 couleurs là-dedans. Ben, on ne peut pas les compter, Dominique. Ben, on peut dire que c'est mieux qu'un screenshot de NES quand même. Marginalement. Attends, on va voir Street Fighter. Il y a une console 16 bits. Des couleurs, fait des bons jeux. Bien sûr. En plus, mais comme c'est un démo technique, je pensais que c'était pas un argument. Donc, module d'expansion, comme j'ai dit, ils ont adopté la philosophie PC de permettre à la console d'avoir des nouvelles technologies qui viennent se greffer. Dès le départ, le module CD-ROM est prévu. Il sort en 88 au Japon et ça va être la première console à intégrer la technologie CD-ROM. Pour le meilleur et pour le pire, évidemment, il y a eu des excès, mais ça permet quand même d'avoir un son de qualité CD et une capacité de stockage qui dépasse la Super Nintendo encore une fois. Module d'expansion, donc une fois qu'on utilise le CD-ROM, la cartouche principale des jeux testés auparavant, la Turbo Chip ou la U-Card, une petite carte PCM CIA, devient libre et donc on l'utilise pour ajouter de la mémoire vive et de la mémoire vidéo au système. On va voir donc une démonstration de puissance. Danny, s'il te plaît, si tu peux nous montrer Art of Fighting de SNK, donc un jeu de Neo Geo qui est sorti en arcade que certains d'entre vous connaissez sans doute. Il est sorti en Amérique? Pardon? Il est sorti en Amérique. Non, il n'est pas sorti en Amérique. Mais moi j'ai joué carte sur table, Dominique, je lui ai dit qu'en numérique, c'était pas ce qu'elle avait fait. C'est lequel tu veux jouer? Art of Fighting. C'est sans doute celui-là. Le deuxième. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est un jeu musical en fait. Ok, ben regarde. C'est ça. Regarde. Street Fighter. Malheureusement, Dan n'a pas le bon jeu pour Art of Fighting. Peux-tu contrôler le placement? Non, je vais le mettre plus loin. Ah, le petit avion, c'est bon ça.
L'eau de l'océan, c'était bien fait. Ouais, c'est ça. C'est écrit tourmographique sans nom de fichier, fait qu'on va supposer que ça veut dire que c'est tourmographique. Ils ont plus de plans, mais oui. Ouais, c'est la différence Super NES. Est-ce que tu doutes, Dominique, que ça Ben, quelle est la différence Super NES, là? Ben justement. Ils ont C'est des ça le animations point de de quelle est la différence avec la Super NES? C'est pas vraiment meilleur que la Super NES, à ce moment-là. J'ai jamais dit que c'était meilleur. J'ai fait une console qui est 4 ans plus jeune que la Super NES, que la copie de la Super NES. Ouais, excepté pour le. On va en parler. On va en parler dès maintenant pendant qu'on regarde les vidéos. Excepté que ça marche pour un jeu comme Street Fighter où les opérations logiques pour le système de jeu sont très limitées. Parce que ta console. Qu'est-ce qu'il y a de beaucoup plus avancé sur Super Nintendo que les opérations de Super NES, c'est une console 16 bits. Ah, ça c'est l'argument de vente. La Jaguar est une console 64 bits de milliers. C'était Mais la Jaguar, elle s'est pas vendue. Il n'y a personne qui a fait des jeux pour. Hein? C'est ça qui tue dans une console de jeu. Quand personne fait des jeux pour la console, hein, c'est ça qui. Mais finalement, pourquoi Street Fighter 2 est sorti au Japon sur PC Engine? Parce qu'elle a très bien vendu au Japon quand même. Et pourquoi aucun jeu est sorti en la vidéo joue encore. Ils sortent sur quoi en premier, Street Fighter 2? Street Fighter 2 est sorti en parallèle. Après, c'était quoi la première console? C'était sans doute la Super Nintendo. C'est bon, c'est ce que je veux savoir. Est-ce qu'il y en a d'autres dans les autres? Non, aucunement, c'était pas J'essaie curieux. de me provoquer. Non, non, c'était pas curieux. On est un peu défensif. Donc, ce qui est intéressant de noter, bon, je devrais monter Art of Fighting qui a été fait avec toutes les extensions reçues par la PC Engine. C'est-à-dire que c'était sur CD, il y avait 2 MB de mémoire V. Mais Street Fighter 2 est sorti sur la console d'origine produite en 1987, ce qui témoigne de sa qualité technique. Donc, elle est presque capable de produire une version aussi bonne que la version Super Nintendo 4 ans plus tard. Démonstration de puissance, donc je pense que tout le monde peut s'entendre là-dessus. La conversion des jeux d'arcade, donc ici on va parler de supériorité du contenu. Les jeux d'arcade sont reproduits sur PC Engine de manière presque identique. En fait, c'est une des premières consoles qui va permettre aux développeurs de transposer leur matériel en arcade à la maison et donc qui amorce un mouvement très important dans l'histoire du jeu vidéo où vraiment les arcades vont devenir de moins en moins importants et on va commencer à jouer à la maison parce qu'il n'y a plus de côté attractif à aller jouer aux jeux en arcade. Et c'est le genre, on vient de voir Archive, c'est le genre qui était le plus populaire de loin sur la PC Engine. Tous les jeux majeurs de ce genre ont été adoptés sur la console. En fait, ceux qui considèrent la console comme une console culte, elle affectionne particulièrement pour les shoot'em up. Mais au niveau des beat'em up, c'est aussi intéressant. Et il y a des jeux de plateforme qui valent leur pesant d'or. On va voir Castlevania X à la fin de la présentation. Sinon, ça, c'est des genres assez standards pour une console. On a vu que Jonathan a méprisé donc, le manque de variété des jeux sur console. Pousser les bonhommes, pousser un peu plus à Mais gauche. sur PC Engine, on fait autre chose que pousser des bonhommes. Des vaisseaux spatiaux. Mais une grande variété de genres, Nick a vraiment voulu développer la variété des genres sur sa console. On a notamment beaucoup de jeux de rôle parce qu'au Japon c'était très populaire, mais plus que ça, avec l'avènement du CD-ROM, ça a été le début du jeu de rôle qui insiste sur de longues séquences cinématiques avec des voix. Fait que ça c'est le jeu où tu te bats et t'as pas besoin de peser sur un piton, hein. Tu fais juste foncer dans les ennemis, là. Toi, tu C'est assez primitif. T'as même pas besoin de frapper, là. C'est un genre. Pousse un bonhomme, tu frappes une fois, tu sais. Non, effectivement, tu regardes les séquences cinématiques et tu écoutes l'histoire. Toi-même qui es fan de RPG japonais, je pense que tu peux apprécier ce type de Il me semble que c'est quand même extrêmement limité. C'est le RPG japonais à son essence. On a eu des bien complexes que ça. Oui, mais avant Final Fantasy VII et ses fameuses cinématiques, déjà sur la PC Engine, c'est cette mode-là qui est née d'avoir autant de séquences cinématiques grâce au format CD-ROM. Je dis pas que c'est bon, là. Moi j'aime pas ça, les mots de jeux de rôle japonais comme toi. Moi je suis pas capable. Mais ça a été sur la PC Engine. Mais il y en avait plein sur ta console. Oui, mais moi je suis pas comme toi, je vais pas faire semblant que tout est merveilleux pour ma console. Moi je suis fair and balanced. C'est une stratégie. Tu sais, quand t'es loser, Jusqu'au bout de l'année. On repart la musique de Street Fighter. Donc, jeu de stratégie par tour, encore là, je suis pas un grand fan, mais on fait pas juste, comme tu mentionnais que ça prenait un clavier pour contrôler des centaines d'unités dans des jeux de stratégie compliqués. Ben non, on fait ça sur console aussi. C'est juste que personne aime ça, parce que c'est plate, puis ça prend trop de touches justement pour jouer. Alors, c'est quoi les jeux que t'aimes, toi, là? Les jeux d'aventure J'aime graphique sur pas, PC? vraiment le jeu vidéo, moi, en fait. Compétition de multijoueur. Donc, que Nintendo va reprendre à son profit bien des années plus
temps. Déjà sur PC Engine, on pouvait jouer jusqu'à 5 en même temps, notamment avec la série des Bomberman. Ça a été très populaire à l'époque pour donc populariser cette idée de jeu social. On n'est plus seulement 2 devant la télévision, mais vraiment ça devient un mini party devant la télévision, ce que je condamne aussi véhément. Je trouve que c'est une tendance. Mais donc on a beaucoup de jeux d'aventure grâce au CD-ROM aussi. On importe un peu les modèles sur PC. Mais l'aspect sur lequel je voulais le plus insister, c'est la supériorité au niveau de l'audace du contenu qui est produit. Parce que contrairement à ce que Nintendo a imposé dans sa bibliothèque, avec le Nintendo Code, où on ne pouvait pas présenter de nudité, de référence à la sexualité, de symboles religieux, ou de référence à des événements réels ou à la politique, eh bien on va voir que la PC Engine a permis vraiment de développer des thèmes beaucoup plus adultes. Ici, c'est un exemple de censure. Donc, dans la version américaine de DuckTales, on a demandé à l'éditeur Capcom d'enlever les croix parce que c'est un symbole religieux. Et donc, on a changé par Rest in Peace sur les tombes parce qu'on avait peur d'offenser des sensibilités religieuses aux États-Unis. Autre exemple, dans Bionic Commando, on a changé les swastikas pour des aigles, justement dans une volonté d'édulcorer, de bleacher toute référence potentielle à une réalité extérieure pour bien vous garder dans votre petit climat d'infantilisés qui se font labourer le cerveau par Nintendo pour devenir la belle petite génération de Nintendo. Et bien, on ne voulait surtout pas vous choquer et le Nintendo Code veillait justement à la chose. Sur PC Engine, on a accès à un des premiers jeux d'horreur War Flagrant, Splatterhouse, que Namco adapte en 1990 et qui a eu plusieurs suites sur Genesis qui sont peut-être un peu plus connues ici en Occident. On a eu également de l'homoérotisme assumé, alors que sur Nintendo, on n'a que de l'homoérotisme vraiment latent. Il faut vraiment lire au second degré du Double Dragon, etc. pour le percevoir. C'est vrai, mais sur la PC Engine, on a de l'homoérotisme assumé. C'est vraiment un jeu merveilleux d'homoérotisme assumé, et NEC et Ubisoft n'ont jamais essayé de brimer Masaya dans leur droit d'expression, dans leur droit d'exprimer leurs différences. C'est pas de l'homoérotisme, c'est du culturisme, non? Donc, contrairement à Nintendo, qui voulait vraiment vous frotter dans le sens du poil en vous donnant l'impression d'être tout puissant, des super-héros, il y en a à l'appel sur la NES, on va, sur PC Engine, ne pas hésiter à vous castrer votre plaisir vidéoludique. Par exemple, dans Big Tactical Gladiator, vous allez encore une fois sauver l'univers, comme dans tous les jeux vidéo, mais à la toute fin, après l'explosion finale, on apprend que Biggs est mort. Donc votre avatar vient de périr, et ce n'est qu'un de nombreux jeux sur la PC Engine qui propose une fin très dramatique, où on propose des sujets beaucoup plus adultes, des moments très très négatifs aux joueurs. Donc vraiment, on essaie de confronter ces jeunes joueurs à des scénarios plus tragiques, des éléments plus traumatisants. Ce qu'on n'aurait jamais pu faire sur la Nintendo. Oui, c'est un point positif de traumatiser les enfants. Regarde, tu check, il faut que tu fasses à un moment donné la conscience de la mort, ça arrive à tout le monde. Et enfin, il y a même eu du développement de l'érotisme sur la PC Engine grâce aux Digital Comics. Donc, c'est une série qui était plus ou moins approuvée par NEC, mais ça a proliféré quand même sur la PC Engine. Et pour terminer, donc, je ne sais pas comment il me reste de temps, Dan, peut-être qu'on peut montrer au moins un des deux grands jeux. Mon fond, Castlevania X, Rondo of Blood, qui est un des grands classiques disponibles sur WiiWare, oui, effectivement sur WiiWare, et qui avait même été refait sur la PlayStation, si je ne m'abuse. Non, c'est le deuxième. C'est celui-là. On va l'avancer. Mais, tu ne peux pas suivre, tu veux m'envoyer comme ça. C'est con. Alors voilà, pour résumer, homoérotisme, castration et supériorité technologique. Merci. Il me reste une seule demain à Danny quand ça va être le temps de passer à faire un clic. Donc,
établir un certain nombre de faits en se basant sur la réalité empirique, pragmatique du fait qu'on est des êtres humains qui vont sur la planète Terre. Alors, dans des mondes alternatifs, là, où peut-être que la TurboGrafx 16 aurait pu marcher, peut-être que les gens qui jouent à du PC sont des gens extraordinaires, tous des futurs génies, c'est très théorique tout ça, mais dans notre monde pratique à nous, quand on pense à jeux vidéo, on pense à Mario, qui était plus populaire que Mickey Mouse pendant un certain temps chez les jeunes enfants, et avec qui on a, pour la plupart d'entre nous ici, un morceau d'histoire qui nous lie à ça. Il faut se rappeler le contexte. Quand la NES débarque, c'est un événement historique nouveau. En 1984, donc, le marché du jeu vidéo s'est écroulé. Il y a eu trop de mauvais jeux, de mauvaise qualité, sortis à gauche à droite par n'importe qui, comme Purina, qui a fait un jeu. Purina fait de la bouffe pour chier, pour ceux qui ne savent pas. Donc, ça va mal, les jeux vidéo sont morts, c'est fini. Et là, Nintendo décide de débarquer et, clique s'il vous plaît, et de nous amener la NES finalement, comme l'arche d'alliance qui va nous permettre finalement de surfer sur le grand déluge qui va ravager tout le jeu vidéo. Et c'est grâce à Nintendo si on a une industrie du jeu vidéo aujourd'hui. Cela peut vous sembler un peu hyperbolique, mais il n'en est rien. Nintendo a ressuscité le marché du jeu vidéo. On peut lire ça dans tous les ouvrages historiques sérieux, comme le livre de Stephen Kent, etc. Le jeu vidéo était mort en Amérique, on pensait que c'était juste un trend qui était fini, mais non, Nintendo est débarqué et nous a donné la NES, il nous a amené Mario, Zelda, etc. On y arrive plus tard, et c'est grâce à Nintendo qu'on a pu avoir une industrie, justement, du jeu vidéo. J'ai consulté un petit palmarès là, du top 25 consoles de tous les temps. Mais vous remarquerez que la NES parce que c'est moins populaire. Mais t'as vu où est le PC? Un instant. Ben, le PC est pas là. Le PC est pas une console. C'est bon. On peut remarquer que le TurboGrafx 16 est en dessous de la Nintendo 64, hein, qui a longtemps été vu comme l'échec de Nintendo. Le moment où ils ont perdu les gens au profit de la PlayStation. Donc, autrement dit, le TurboGrafx 16 n'accote même pas la pire console de Nintendo. Autrement dit. C'est ce qu'on pourrait comprendre de ça. Donc le plus populaire et le plus hot. Ben, si. Là, t'as le choix entre deux. T'as le choix entre deux visions. Ou bien tu te confortes dans ton intellect et dans ton élitisme et tu te dis, moi j'ai raison et tout le monde a tort. Ou bien tu te dis, hey, si tout le monde aime cette console-là, c'est peut-être qu'il y a une raison. Peut-être que tout le monde n'est pas épais. Et peut-être qu'il y a une bonne raison d'aimer cette console-là. Mais il y a une troisième voie, on en parlera. Comme Farmville. Il y a peut-être une raison pourquoi ça marche ces trucs-là. Hein? Personnellement, je ne serais pas prêt à aller jusque-là, mais je serais intéressé à entendre ton analyse plus tard ou à l'occasion d'une autre présentation. Okay. T'as quoi à dire sur la GameCube? Qu'est-ce que moi j'ai à dire sur la GameCube? J'ai rien à dire sur la GameCube parce que je parle de la NES. Il ne faut pas se laisser emporter par la partisanerie et dire ah c'est Nintendo ou ceci. On parle de la NES, hein? La console, la NES. Mais la Wii c'est la GameCube. Au niveau technique, la NES a eu plusieurs avantages, plusieurs raisons qui nous ont donné son succès. Premièrement, l'architecture d'un Central Processing Unit pour faire tous les calculs logiques du jeu, plus une unité dédiée au calcul graphique, ce qui la rendait plus puissante que les PC. Hein? Vous pourrez lire Masters of Doom, qui est un des prix qui est tiré ce soir. Le livre écrit par Kushner et donc qui résume l'histoire de id Software et John Romero qui essayait et John Carmack qui essayait de reproduire Mario Bros 3 sur un PC et qui n'était pas capable. Parce que les PC c'était de la boîte. C'était pas capable de faire sur un PC. C'était extrêmement limité comme hardware. Sur la puissance à afficher les sprites. Pourquoi? Je te donnerais raison, sauf que le fait de ne pas pouvoir scroller un écran a un grand impact sur la jouabilité et sur le gameplay, ce qui limite grandement le potentiel ludique de l'ordinateur. Tu sais, un ordinateur, on s'entend sur une calculatrice et un traitement de texte. Une dactylo puis une calculatrice. Puis là, on peut se pencher un peu tout croche pour essayer de cliquer puis taper des trucs là-dessus. Sur notre hardware de 115 touches qui n'a pas évolué depuis les années 80. Hein? Bon, ça dit en passant. Mais reste que jouer à des jeux là-dessus, c'est un peu exagéré. C'est un peu tiré par les cheveux. Ensuite, il y a des manettes ergonomiques. Le Directional Pad, le D-Pad. C'est Nintendo qui a amené ça. Ben oui. Nintendo n'a pas amené les petits poussins et les petits trucs cute du samedi matin, mais ils nous ont amené au moins les Directional Pads sur les manettes, que tout le monde a copié par après.
On a aussi un autre argument important, et ça, il faut s'en rappeler, les accessoires inclus. Tu mets Rob dans les succès de la console. Non, il faut reporter notre attention et lire la phrase dans l'ordre. Accessoires inclus. Et là, comme exemple d'accessoires inclus, le zapper qui vient avant Rob. Hein? Rob est un gadget intéressant, même s'il n'a pas eu le succès qu'il méritait. Ben, je m'excuse, mais tu nous dis que la TurboGrafx 16 était géniale, même si personne n'a fait des jeux dessus. Ben, Rob, c'est la même affaire. Moi, je trouve que Rob, c'est un meilleur ami qu'un PC. Jonathan qui fornique avec ses ordinateurs, là, on va en parler longtemps, mais reste que, bon, avec la NES, tout ça était inclus. Et c'est là que le bas blesse quand on parle de la TurboGrafx 16, mais on va en parler. Mais avec la NES, on achetait la console et on avait un jeu, un excellent jeu, Super Mario Bros. Pas un jeu comme Keep Courage and Alpha Zones, qui était le pack-in avec TurboGrafx 16. Donc, on a tout ça inclus dedans. Ensuite, il y a aussi le son. Au niveau du son, c'est très important de souligner la contribution de la NES. Il y avait 5 canaux sonores, alors que le plus proche compétiteur était la Commodore 64 avec 3 canaux sonores à l'époque. Et il y avait un canal là-dessus qui était réservé à l'échantillonnage. Donc, on pouvait vraiment numériser, finalement, numériser en tout cas, on pouvait inclure des voix comme la voix de Obi-Wan Kenobi dans Empire Strikes Back sur NES, qui était vraiment la voix comme telle. On avait incorporé dans la console. Encore une nouveauté. On comprenait rien de ce qu'il disait. Non, on comprenait plein d'affaires. C'est juste que là, tu mets des oreillettes de fans de TurboGrafx 16, hein? C'est pour ça que c'est difficile. Tu parles d'une console qui est sortie bien plus tard aussi, il ne faut pas négliger ça non plus. Ensuite, il y a aussi les multi-memory controllers, c'est-à-dire que le hardware de la console avait été pensé pour être étendu finalement, par les cartouches. Donc, on pouvait mettre dans les cartouches des modules qui venaient ajouter des fonctionnalités à la console, notamment la capacité de sauvegarder une partie par une batterie dans Legend of Zelda. Ça, c'est un multi-memory controller. Il y en avait un autre qui me donnait des sprites plus gros, plus de canaux sonores dans Castlevania 3, version qui est sortie au Japon, etc. Donc, tout ça, c'est une architecture visionnaire à long terme. C'est ce qui va à long terme. Parce qu'on pouvait ajouter des capacités supplémentaires sans forcer le consommateur à s'acheter des accessoires dispendieux, comme pour la TurboGrafx 16. Et tout ça en maintenant une accessibilité record. C'était le mot d'ordre. La NES coûtait pas cher, tout le monde en a acheté, tout le monde pouvait se la payer. On n'était pas dans l'élitisme. Le succès de la console s'explique aussi au niveau commercial, et ça c'est aisément démontrable. Premièrement, Nintendo a inventé ni plus ni moins le rôle de platform holder. C'est ma plateforme, je vous donne les termes pour que vous fassiez des jeux sur ma console, et c'est moi qui va gérer tout ça. Avant ça, c'était quoi? C'était Atari qui disait « Personne ne fait des jeux, c'est ma console ». Et puis là, à un moment donné, ils étaient en train de perdre un procès. Ils ont dit à Activision « Ouais, vous pouvez faire des jeux ». Et là, tout le monde a commencé à faire des jeux, et on a eu des boîtes monumentales. Ben, Nintendo, ils ont créé vraiment un modèle d'affaires où ils étaient les responsables et les détenteurs de la plateforme. Donc ça aussi, c'est un ajout. Il y a une structure centrée sur la plateforme plutôt que sur l'entreprise. Hein? Au lieu d'avoir les publicités comme « Have you played Atari today? » comme Atari faisait dans les années 80. Maintenant, on va avoir le Nintendo Entertainment System. « Your parents have you hooked up? » Donc la console qui reste à la base, plutôt que le gain un peu égoïste de l'entreprise, finalement, qui est à la base de tout ça. Il y a des garanties de qualité, le Nintendo Seal of Quality, finalement, qui assure un minimum de qualité sur tous les types de la console. Est-ce que tu as joué à Chase the Chuck Wagon sur Atari 2600, le jeu fait par Purina, ou des jeux faits par Quaker Oats? Tu sais pas c'est quoi le pas de qualité. Nintendo avait quand même cette préoccupation-là. Et ce sont surtout ces conditions-là qui ont rendu possible une industrie du jeu vidéo au sens propre. Sans Nintendo, on serait encore en train de développer des trucs pour la plateforme qu'un tel a sorti dans son salon. On aurait tous les fabricants de jeux qui sortiraient leur propre console et qui feraient leur propre truc en circuit fermé. Puis on essaierait de se ramasser quelque chose dans le coin du PC. Où on vend Doom, grand succès incroyable, 2 millions de copies vendues. Si je te comprends bien, Nintendo a sauvé le jeu vidéo un petit peu comme McDonald's a sauvé la gastronomie. Ce serait une vision qui pourrait se défendre dans l'optique où tous les jeux se vaudraient, mais la différence clé, c'est que tous les jeux sur Nintendo sont exceptionnels et excellents. Comparativement à
toutes les boîtes qui se faisaient ailleurs, notamment sur le PC, où n'importe qui dans son sous-sol faisait une boîte monumentale qui nous faisait gaspiller de notre précieux temps. On n'avait pas de problème, là. Donc, un succès commercial sans précédent, qui peut se chiffrer entre 87 et 93% des parts du marché. Nintendo, c'était les jeux vidéo. 61 millions de consoles vendues. Combien de millions de cartouches? 500 millions. Big date sur TurboGrafx 16. Au PC même, à la limite. Ok, The Sims est arrivé. Hein? Le succès de ta plateforme se mesure à The Sims. Ouais, ça aussi. Qualité, quantité. Profit de Nintendo en 91. Profit de Nintendo en 91, 1,5 million. Mais 1,5 million par employé. Et c'était payé combien? Profit. 6 de l'année. C'était payé un salaire convenable pour l'époque. Évidemment, quand on parle d'une console de jeu ou d'un ordinateur qu'on utilise comme console de jeu, il faut parler des jeux. Sinon, à quoi ça sert? Ma console est géniale. Ouais, elle est tout seule dans mon sous-sol, personne n'a fait de jeu pour, mais c'est la meilleure console du monde. Dans le vrai monde, là, dans la réalité, là, reste que quand on regarde ce qui est sorti sur la NES, c'est là qu'on a vu l'origine de Metal Gear sur la NES. Oui, mais c'était pourri, là. Ce ne sont pas des jeux qui sont sortis en premier sur la NES. On ne Certains des devrait cas. pas évaluer une console pour les jeux qui sont sortis. Ben, moi, je pense que oui. Mais c'est ça qu'il y a même comme argument. Moi, je pense que oui. Non, Je pense que oui. Alors, je vais terminer mon point, puis de toute façon, on pourra en débattre. Ce que je veux dire, c'est que la TurboGrafx 16 sucks. Pourquoi? Parce que, et même pas 16 bits. La TurboGrafx 16, c'est une console 8 bits, pareil comme la Nintendo, puis on a ajouté un petit processeur graphique 16 bits pour avoir des beaux graphiques. Mais les jeux sont pas plus complexes, sont pas meilleurs. Tu pousses des bonhommes. Hein? Sur Nintendo, c'est vraiment pas ça. Tu rentres en dialogue avec des manifestations culturelles complexes. attends, Tu c'est la rentres. grosse bullshit. Tu peux essayer de tourner un argument de ton beurre, mais de la bullshit à ce point-là. Attends, je le vois là. Laisse-moi Vas-y. Envole-toi. Tu rentres dans un processus complexe d'échanges transnationaux où est-ce qu'on nous envoie, on a la première vague d'importation culturelle massive qui provient du Japon et qui nous éveille à une autre réalité. Le mythe du cyborg et de l'androïde, tout ça, des visions carrément autres qui nous font découvrir que quelque part sur cette terre, il y a autre chose que Cyborg, J'achète. Alors, c'est des bonhommes, c'est extrêmement réducteur. Puis bon, à la limite, là, si on était mauvais joueur, mais on n'est pas, on pourrait dire que sur un ordi, tu cliques, puis tu payes sur une 4 touches. Tu en as 111, mais c'est tout le temps WASD. WASD, c'est quoi la logique derrière ça? Tant qu'à faire juste des touches tout croche et à te donner une tendinite, je pense qu'on devrait prendre une vraie console de jeu pour jouer à des jeux. Hein? Si tu veux faire du traitement de texte, prends ton ordinateur. Ah oui, la TurboGrafx 16 sucks aussi parce qu'il y a un seul port de manette. Pouvez-vous le croire? Monsieur Terrien qui disait c'est génial, on peut jouer à Bomberman à 5 dans notre salon. Ouais, si tu achètes l'adaptateur. Parce que tu as juste un port de manette. Puis Monsieur Terrien qui nous disait ah, c'est la plus petite console de jeu produite, mais là, il faut que tu ajoutes l'adaptateur qui te permet d'ajouter d'autres ports de manette. L'adaptateur est à moitié gros comme ta console. Ah, louche. Get your shit right. C'est pas si pire que ça, quand même. Moi, les photos que j'ai vues, en tout cas, je trouve que ça n'avait pas trop de place. Ah, t'as juste des photos de la console, ça explique bien. Ben là, tu peux pas l'acheter, personne ne la vend. Ça n'a pas marché. Je vais à la messe. Donc, ça nous demande de l'argent, et il y a d'autres choses encore qui nous demandent de l'argent. Le TurboGrafx CD, hey, le premier CD-ROM qui sort pour une console, ouais, 400$ pour, en plus de ton TurboGrafx 16. Ça, c'est le double du prix du Super NES. J'espère qu'elle va égaler la capacité de la Super NES à ce prix-là, en plus de l'adaptateur. Finalement, la TurboGrafx 16, c'est tous les mauvais côtés du PC. T'es pris avec des upgrades, ça te prend des versions. Hey, tu veux jouer à Dracula X, ça te prend c'est un titre Super CD, ça te prend la carte 3.0. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une console, c'est pas un ordinateur. Tu sais, quand je m'achète un char, je m'achète pas un paquet de pièces chez un détaillant que je vais monter moi-même. Je vais essayer de me gosser une brouette. Ça correspond bien à la version du PC, du console gamer que Jonathan décrivait dans. Non. Moi, ce que je considère. Tu vas servir de ton micro-ondes, d'aller chez Walmart. Moi, ce que je considère, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous me le direz, mais quand tu achètes un objet, ça devrait marcher. Tout simplement. Ça marchait, ça pouvait faire Street Fighter 2 aussi bien que Ah oui, ça marchait pour jouer à des jeux 8 bits, avec des graphiques un peu plus beaux, marginalement. Street Fighter 2 est sorti sur Nintendo. Jamais sorti en Europe. Jamais sorti en Europe. Elle a été Fais-tu une importée. console de jeux vidéo? Ben ouais, elle est importée, mais tu sais, quand la compagnie n'ose pas sortir en Europe parce qu'ils disent personne ne va acheter ça,
Puis là, tous les consommateurs font ouais, j'aimerais ça en avoir une, on va l'importer à gauche, à droite, chez Johnny dans son Ce qui est sous-sol. surprenant, c'est qu'il y a eu un fort marché d'importation en Europe pour la PC Engine. Donc, même si c'est pas sorti officiellement, il y a beaucoup de gens qui ont voulu se l'approprier. Il y avait une société de distribution officielle qui a été mandatée par NEC. Toutes les 7 autres personnes qui voulaient s'en acheter en Ça fait pas une bonne console, ça sort en Europe, ça n'a pas rapport. Un mot. Ok, on va passer au suivant. D'accord. Je pourrais le laisser aller ce point-là, ça ne me dérange pas. Donc, sur la prochaine slide, on va voir l'exemple de pourquoi la TurboGrafx 16 sucks. Des jeux inintéressants. Ça, c'est le titre qui venait avec la console. C'est pas Johnny dans son sous-sol qui a sorti ça. Qui est soit dit en passant un jeu qui était un manga au Japon, donc... C'est pas les grands mangas qui font des grands jeux, tu sais. On peut pas réduire ça. I I am Weapons Master. C'est ça. Un arc-en-ciel qui va te transformer en Goldorak Go. Mais n'importe quoi, ça. Là, on a l'air d'avoir un jeu qui a de l'allure, mais ça, c'est pas un jeu. Oui, ça va se faire Je vais t'en montrer un, tu veux. Je vais t'en montrer un comme comparaison. Quand je disais que le TurboGrafx 16, c'est une console 8 bits avec des graphiques 16 bits, jugez par vous-même sur la NES, sur la TurboGrafx 16. On a une cinématique qui nous donne toute l'intrigue passionnante de l'histoire que les skinheads ont pris Madonna en otage. Et quand on joue, qu'est-ce qu'on a quand on joue? On a le même mot du jeu. Attends, Dominique, t'es en train de dire à l'audience ici qu'il n'y a pas de différence entre ça et ça. C'est plus beau. Les graphiques sont plus beaux. C'est le même jeu. On les voit tous. C'est une adaptation du jeu VGLNT qui est en arcade qui est presque identique à la version arcade. Exactement. Tu vois, dans le disant, on s'en va dans le même sens, mais dans la version NES, on alterne dans tes niveaux. Fait que c'est pas un argument non plus. Maintenant, il y a un gars qui tire du gun, il tire exactement comme le gars qui tire les couteaux. C'est le même jeu, c'est le même jeu. La balle, elle se promène. Tu pourrais mettre une laisse à ta balle puis la traîner. Le jeu profondeur. Attends, t'es vraiment en train de dire que Non, tu ne veux pas dire de la profondeur. c'est pas si tant plus beau que ça, et surtout, c'est pas un jeu meilleur. C'est pas un jeu plus avancé, c'est pas une console 16 bits. C'est un compétiteur de la NES qui est sorti 3 ans trop tard. 16 bits, c'est plus avancé. Ben, normalement, oui. Si t'as plus de gameplay, ben, ça devrait être ça. Normalement, une bonne console, c'est une console plus avancée qui peut donner plus de possibilités d'interaction. La TurboGrafx 16, c'était pas ça la vision, c'était de faire de l'argent en copiant Nintendo, mais en mettant des graphiques un peu plus beaux. Fait que c'est ça que ça donne. Pourquoi NES is best? Ça, c'est un genre de PC. L'élitisme, la classe, la bourgeoisie. C'est pas le parce que. On va avoir une mail, j'ai le sens qu'il n'y a pas la Jugez pas son apparence. Vous êtes superficiel. Mais moi, j'aurais envie de dire que c'est comme dans n'importe quoi. Tout ce que tu investis dans ton ordinateur, tu n'investis pas dans toi-même. Next. Non, mais ça reste là. Fait que c'est ça à quoi on a droit sur la TurboGrafx 16 aussi. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai envie de dire. Bon, ça a un sens et du C'est surtout la judiciaire aussi. On sait pas trop. Qu'est-ce que c'est? On sait pas trop. On voit très bien que Nintendo t'a marqué au fer rouge. Tu peux pas voir des images. Ça, c'est un PC. Donc, c'est la plateforme de jeu. Moi, je trouve que ça a l'air d'un endroit où tu peux pour travailler. Puis tu punches à 5 heures, tu veux sacrer ton garde là, tu as fini ta journée. Il y a des gens qui restent esclaves à leur moniteur d'ordinateur. Ça, c'est le dedans de votre PC, puis vous êtes mieux de vous habituer à le voir parce que vous allez le voir souvent. Parce qu'avec un PC, on passe notre temps à upgrader ces maudites machines-là, puis à sortir un motherboard, puis changer la carte graphique, puis nettoyer le ventilateur, puis tout ça. Même que sur un PC, là, regarde, si je veux avoir là, toute la perfection qu'un PC m'offre, il faut que j'aille dans mon menu de 3D Settings et que je mette des Conformant Texture Clamp, des Bitmaps trilinéaires, puis une SLI Performance en Force Alternate Frame Rendering 2 Clamp, Texture Filtering Eliminate. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas besoin de ça! C'est quoi toute cette cochonnerie-là? Le résultat de la plateforme PC, c'est que chez nous, si je veux jouer à Grand Theft Auto 4 sur mon PC, il faut que je joue en 800 par 600, avec pas d'ombre, avec des textures minimales, avec un range of sight minimal, puis c'est pas jouable parce que c'est laid. Et si tu passais plus de temps, tu c'est le même gameplay de
Ben, plus ou moins, parce qu'un 800 par 600, ton champ de vision est vraiment beaucoup plus limité. Puis si tu augmentes ton level of detail et ta distance de rendering, tu vois beaucoup plus de choses dans le monde. Tu as beaucoup plus. Tu vois les points faibles. Tu as beaucoup plus d'immersion dans un monde qui est à la base de l'expérience de Grand Theft Auto. Alors que dans un side-scroller, bon, à la limite, ça ne change pas grand-chose, c'est le champ d'écran qui détermine le gameplay. Grand Theft sur la NES, ça dit quoi? Grand Theft sur la NES, tu sauras qu'il y a des retro ports, donc des gens qui font des ports de jeux plus avancés sur la NES, comme Final Fantasy VII sur la NES. Il y a des gens qui développent ça. Donc, la NES est encore bien vivante et nous laisse un héritage culturel tout à fait d'actualité. Si vous allez voir des sites de speedrun, la moitié des speedruns sont sur des jeux de la NES. Puis là, toutes les autres consoles s'en partagent, puis il y en a 3-4 ça Turbo Graphics Side. Il y a des joueurs qui portent des jeux comme Grand Theft Auto sur Yes. la NES. Ouais, peut-être pas Grand Theft, là, ça, je n'ai pas fait la recherche, là, mais des jeux comme Final Fantasy VII, Les Contre 3 sur Super NES, qui les fans de la NES sont aussi users que les PC hardcore gamers. ils font un exercice créatif, tandis que le PC gamer, lui, il fait un exercice mécanique. Plugger 2 fils. Puis, bon, ok, on va passer au point suivant. Parce que... Fait que là, si vous jouez sur PC, ça va vous arriver. Et si vous n'êtes pas trop chanceux, vous allez aussi avoir une erreur sur votre blue screen. On peut-tu sacrer patience si j'ai envie de jouer à un jeu? Pourquoi c'est si compliqué que ça? Et c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous remercie. Même pas capable de faire 4 points d'exclamation comme du monde, Dominique. J'ai mis un 1 par exemple parce que je suis un vrai fanboy. Fait que j'ai accroché le clavier un peu tout proche. C'est parce que tu sais pas te servir d'un PC. C'est ça, exactement. On pourrait être tenté de dire ça, mais je suis habitué parce que je travaille sur mon PC. Donc, tu sais, un PC, c'est un outil de travail. Même moi, je travaille dessus, fait que je le connais bien, c'était tout à fait intentionnel. Ah, t'as pas osé me faire, c'est pas pire. Je sais pas si on fait une question en avant. Oui, clairement, je pense qu'il est pas 9 heures. On pensait, il y a des questions qui se lèvent déjà maintenant. Est-ce que ça vaudrait la peine d'emmener nos 3 participants de ce soir en avant? Oui! On va réussir à se rendre jusqu'à l'avant. On va passer le micro. Dominique, c'est pas obligé, là. Hey, bonjour les trois. Question, par souci d'objectivité, juste pour savoir, avec quelle console avez-vous joué en premier? Atari 2600. Ok, Sûrement la NES. ok, Un Commodore VIC-20. ok. C'est ça, je me demandais si dans le fond vous défendiez votre premier amour, votre premier contact avec les jeux vidéo. Pas du tout, j'ai complètement laissé la NES. Son anniversaire. C'est moins facile que ça. Non, mais je peux en poser une. En fait, je demande à quel point ça vaut la peine de soulever le potentiel d'une console lorsqu'on parle des jeux qui sortent. En fait, on peut parler des jeux lorsqu'on parle de qui est le meilleur développeur, mais dans le fond, ceux qui donnent des consoles donnent des outils de travail aux développeurs. Alors pourquoi on parle des jeux, pourquoi on parle des consoles? Spécialement un PC. Dans la suite de ma présentation, c'est que quand tu travailles sur une console, tu